Merci d'être répondu présent pour ce webinaire. C'est vrai que quand on a fait le tour de table, c'était intéressant. Merci Chantal d'avoir fait ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même des compétences très différentes, des entreprises très différentes qui sont présentes, et ça c'est intéressant peut-être aussi pour les questions les échanges qui pourront se faire à l'issue de ce webinaire. Donc, ce webinaire, c'est le premier d'une série que SIM met en place dans le cadre de la reprise d'activité suite au sujet de confinement des entreprises. Donc, on l'organise en fait ce premier sur le thème des aspects commerciaux et juridiques autour de la reprise d'activité. Et donc, on a essayé de prendre un titre un peu provocateur, c'est on a repris et maintenant on fait quoi? Donc, comme vous dites tout à l'heure, c'était c'est le premier d'une série. Quelques règles de bonne pratique. Donc, pensez à votre compte, je pense que vous l'avez fait puisque vous êtes présent. Désactivez les caméras. Merci aussi de couper les micros pendant la durée des interventions. De toute façon, on ne va pas que des bruits parasites viennent perturber les présentations. D'utiliser le chat si vous voulez poser des questions. Comme ça, moi, je ferai un peu le modérateur et je ferai un peu le résumé des questions. Et puis, si vous voulez prendre la parole, donc il y a une petite main dans la barre d'outils, donc vous pouvez lever et j'essaierai d'être attentif à cette petite main. Donc, moi, je vais prendre la parole pendant quelques minutes pour vous présenter un peu, vous rappeler un peu ce qu'est le pôle SIM et puis vous donner un peu le contexte par rapport au plan de reprise qu'on essaye de mettre en avant dans le cadre du pôle. Donc, je pense que tout le monde connaît SIM. Enfin, je pense avoir déjà un peu rencontré ou des entreprises déjà qui sont présentes ont toutes, à mon avis, eu déjà des informations sur SIM. Donc, juste rappeler que c'est un pôle qui est issu de la fusion entre Montblanc Industrie et Yameka depuis un peu plus d'un an maintenant, qui est dédié au manufacturing et à la performance des systèmes productifs et qui opère sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est vraiment un pôle qui se veut un pôle aval, un pôle intégrateur de technologie qui est donc en aval des filières plus deep tech qui sont très développantes de technologie profonde, comme des deep tech, et qui permet de développer des solutions et d'avoir une approche systémique pour les solutions. Les 4 grandes phases que nous avons dans notre feuille de route concernent le développement de projets, donc ce qu'on appelle l'usine à projet, l'animation des territoires, l'animation pour faire l'émergence de projets et l'émergence de projets collaboratifs, travailler sur des produits. Donc, une fois qu'on a fait des projets et qu'on a animé l'écosystème, c'est comment après on est capable de faire émerger des produits et comment on travaille aussi dans le cadre de l'Europe. Et les 4 grands piliers de notre façon de travailler, c'est avoir des thématiques scientifiques bien définies. Donc aujourd'hui, c'est 3 thématiques qui sont autour de la conception, autour de tout ce qui est technologie, industrie du futur et de tout ce qui concerne l'ingénierie des procédés, matériaux et des matériaux et des surfaces. C'est travailler en animation territoriale en liaison avec les grappes d'entreprise, comme tout à l'heure Chantal l'a exprimé. Comment pour aller jusqu'au produit, on travaille sur la valorisation et on travaille sur le développement à l'international. Et puis comment on connecte notre réseau Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine aux autres réseaux nationaux et à l'Europe. Donc, on a commencé à travailler sur un plan de reprise pour aider notre écosystème, dont le titre est un peu ce qui est écrit sur la gauche du slide, c'est produire, diversifier et localiser dans un écosystème plus résilient. Tout ça pour essayer de répondre à deux stratégies que les entreprises à l'heure actuelle. Une stratégie qu'on a appelée plutôt défensive, qui est plutôt une stratégie de maintien et d'activité, de sauvegarde d'activité,
c'est aujourd'hui quelle activité, comment je dois pouvoir, qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ce que j'ai des commandes un peu dans mon entreprise pour maintenir l'emploi et maintenir l'activité de mon entreprise. Mais aussi en parallèle, comment je peux développer une stratégie offensive pour aller chercher de nouveaux projets et retrouver à terme une meilleure compétitivité. Et pour arriver à ces objectifs, on est en train de mettre un certain nombre d'actions qui sont un peu mis un peu en vrac dans le rond central, qui sont un certain nombre d'outils qu'on essaye de mettre en place. Donc on ne va pas tous les citer, mais voilà, c'est vraiment travailler sur les compétences pour savoir comment on peut vous mettre en relation. C'est peut-être travailler sur les politiques d'achat des groupes pour voir comment aussi on peut vous aider, on peut aider les entreprises à trouver de nouvelles pistes de marché. C'est mettre en place des actions collectives qui vont aussi vous permettre de monter en compétences. C'est mettre des actions de veille, c'est mettre en place un business meeting de façon aussi à vous permettre de vous rencontrer. C'est travailler sur le sourcing qui a été un sujet important pendant la phase de confinement. C'est comment essayer de faire émerger des sujets qui vous permettent de répondre en tant qu'offre globale, comment regrouper des offres de solutions pour travailler en offre globale, et aussi comment, par le biais de webinaires, essayer de vous aider pour aussi bien dans vos actions du quotidien et dans cette stratégie défensive, mais aussi peut-être essayer de vous faire commencer à réfléchir sur des projets et sur une vision à plus long terme, sur une stratégie plus offensive. Donc, ces webinaires, aujourd'hui, on a le premier, donc, sur les aspects commerciaux et juridiques de la reprise d'activité. On a déjà commencé à anticiper d'autres sujets. Par exemple, on a prévu un webinaire dans le thème et la reprise de la baisse d'activité, comment anticiper sa compétitivité et adapter son outil de production avec l'analyse des flux. C'est un sujet qu'on va traiter au début du mois de septembre. On a un sujet sur la performance de production et les IoT qui devrait se faire aussi en septembre. Un sujet sur la commande publique et comment travailler sur une meilleure compréhension de la commande publique. On a aussi un sujet sur l'intelligence artificielle et quels sont les liens avec la performance de production. On a tout un tas de sujets qui sont en émergence et bien sûr aussi on est ouvert si vous avez des sujets que vous voulez voir traités, bien sûr, on attend aussi de vous que vous soyez force de proposition pour nous aider à trouver des sujets qui correspondent vraiment à vos besoins de tous les jours. L'objectif de ces webinaires, je l'ai dit, c'est d'essayer de vous présenter des sujets qui, on espère, vont vous aider à avoir une reprise un peu plus efficace. Mais si c'est aussi ce qu'on espère de vous, c'est que vous puissiez vous manifester votre intérêt par rapport à ces sujets. Pour qu'on puisse aussi vous mettre dans des actions collectives qu'on met en place. Et notamment, on a prévu de pouvoir vous aider à financer ce qu'on appelle des pré-diagnostics de 2 jours, en fait, en fonction des sujets qui seront traités dans les webinaires. Et on propose de financer une partie de ces pré-diagnostics. Aujourd'hui, on est en train de négocier avec nos financeurs et nos financeurs publics et privés de façon à pouvoir utiliser des fonds qui seraient bien à notre disposition pour vous financer pour participer au financement de ces pré-diagnostics. Donc, on l'a d'ores et déjà fait pendant la phase de confinement, puisqu'on pouvait aider l'intervention d'un comptable ou d'un juriste pour les sujets liés au confinement. Et en fait, c'est quelque chose qu'on renouvelle et qu'on va augmenter dans les semaines qui viennent. Et l'objectif de ce pré-diag, en fait, de 2 jours, qui est relativement succinct, c'est sûr qu'on ne vous aidera pas à trouver une solution à votre sujet. Par contre, c'est pouvoir commencer à établir des préconisations qu'on pourrait traiter dans un projet un peu plus large, dans lequel on pourra avoir des financements qui seront dédiés. Je pense notamment aux actions qui peuvent être financées dans le cadre de l'AMI Industrie du futur de la région, dans lequel on pourra vous aider à trouver des financements. Voilà, alors je ne sais pas si mes explications ont été claires. Ce que je vous propose, c'est maintenant, pour une vingtaine de minutes, de laisser la parole à Maxime Rafano, du cabinet, du réseau Prospective, qui va vous parler un peu des aspects commerciaux liés à la reprise.
Voilà. Maxime, je te laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez tous bien? C'est toi qui a la manœuvre. Alors vas-y, Ouais. tu peux cliquer sur le lancement. Alors je vais me présenter rapidement. Donc Maxime Raffano, expert associé du réseau Prospectif. Prospectif, c'est un réseau qui a été créé en 1995 et aujourd'hui c'est 50 experts spécialisés dans le développement commercial des entreprises. Notre mission, c'est d'organiser et d'accélérer le développement commercial des TPE et des PME. Donc 50 experts répartis sur le territoire national. Pour ma part, moi j'ai rejoint le réseau Prospectif. J'ai créé mon cabinet en 2007. À ce jour, c'est plus de 80 entreprises accompagnées, avec des chiffres d'affaires allant de 50 000 à 10 millions d'euros et des effectifs jusqu'à 100 personnes. On travaille, nous, à partir de missions, ce qu'on appelle de missions longues, parce qu'un contrat, c'est minimum 1 an, et aujourd'hui, moi, mon taux de mission renouvelée, c'est 80%. C'est-à-dire j'ai une durée moyenne d'accompagnement de mes clients qui est d'environ 4 ans et demi. On intervient dans tout secteur d'activité, mais uniquement en B2B, que ce soit de l'entreprise industrielle ou des entreprises de services aux industries. Pour ma part, c'est plus de 30 ans d'expérience métier dans les fonctions commerciales, donc direction commerciale ou direction de centre de profit, essentiellement dans 2 groupes, une boîte américaine et une grosse multinationale japonaise. Et Prospectif, c'est aussi un riche écosystème de partenaires qui nous permet d'avoir un bon nombre d'outils dans notre caisse à outils, comme par exemple Canva, qui est un partenaire qui nous permet de répondre plus efficacement aux appels d'offres publics. Si par exemple, dans le cadre d'un diagnostic, on trouve qu'il est stratégiquement intéressant de diversifier ou de développer la réponse aux appels d'offres publics, ce partenaire nous permet d'augmenter le taux de satisfaction et de réponse positive aux appels d'offres. Et Prospectif, c'est aussi un réseau reconnu par les institutionnels, CCI, écoles de commerce, à travers des programmes de formation qui ont été menés, comme par exemple en Bourgogne. Le réseau a accompagné pendant 4 ans plus de 150 entreprises dans la sous-traitance industrielle. Avec le SC de Clermont-Ferrand, on a participé au programme de performance commerciale Auvergne, où on a accompagné également un bon nombre d'entreprises pendant 3 ans. On est en partenariat avec Montpellier sur des programmes identiques. Alors, tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, je vais faire un petit constat d'avant-crise. Donc, issus de formation technique, les chefs d'entreprise rencontrent très souvent des difficultés dans la structuration et l'organisation de leur développement commercial. Ça, c'est le constat qui a été fait suite à une enquête nationale sur le thème « La PME et son développement commercial ». Et cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de PME de moins de 250 salariés et largement dispersés en termes de taille et de secteur d'activité. Alors, si on regarde un peu les chiffres dans le détail, que nous dit cette enquête, que 76% des chefs d'entreprise disent que le développement commercial, c'est leur priorité. Cependant, 70% sont des hommes métiers techniques, du métier de leur entreprise, et donc étrangers aux stratégies commerciales, et pourtant, 67% assurent cette fonction commerciale au sein de leur entreprise. Et ils consacrent moins de 3 jours par mois. Et quand on parle d'un plan d'action qui permet de se projeter dans le temps, seulement 22% des entreprises ont un plan d'action. Slide suivante. Alors, de plus, 87% des PME ont des difficultés pour s'organiser commercialement et se développer. Et ce, à cause, si on regarde, de 3 points importants qui ressortent le plus souvent. Le manque de temps, le manque de méthode et le manque de compétences. Alors, le manque de temps, pour se concentrer sur son développement et son business, s'accentue forcément par le manque de préparation. Et ce, parce qu'il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas d'industrialisation du process commercial, comme vous pouvez avoir une industrialisation de votre process pour usiner un produit et pour mettre en place les produits et les services que vous industrialisez. Et surtout, par manque de ressources en interne pour le pilotage de cette activité commerciale. Diapo suivante. Donc, si je devais faire une petite synthèse, oui, le développement commercial il est prioritaire, mais il est négligé.
Donc, une des principales raisons, je vous le disais tout à l'heure, c'est la culture des dirigeants est une culture plus technique que commerciale. Les entreprises sont naturellement plus orientées clients que prospects pour les raisons qu'on a vues précédemment, et notamment des difficultés à prospecter parce qu'elles ont du mal à, et puis aussi elles ont du mal à fidéliser, à foisonner sur les clients les plus actifs qu'elles ont. De plus, l'action commerciale est très souvent improvisée ou opportuniste, hein, toujours selon l'enquête qu'on a vue tout à l'heure. Uniquement 20%, 22% des entreprises ont un plan d'action commerciale qui permet de se projeter et de s'engager dans le temps. Et puis, la gestion du temps, les dirigeants, on doit se partager entre le management, la gestion, la production, le commercial, le chauffeur qui est malade et qui vient pas ce matin, le client qui téléphone parce qu'on est en retard pour lui livrer sa commande, le fournisseur qui appelle parce qu'il n'a pas votre marchandise et forcément ça occasionne du retard sur la production. En plus, le dirigeant aujourd'hui travaille en moyenne, ce qui ressort de l'enquête, 57 heures par semaine, durée qui a considérablement augmenté en 10 ans, alors que les outils ont permis une digitalisation et normalement de travailler plus rapidement. Le fait est là, la durée du travail du dirigeant a augmenté et s'étend au week-end pour les 2/3 d'entre eux. La conséquence, augmentation du stress et puis surtout cette sensation de vivre dans l'urgence avec peu de visibilité sur sa stratégie. Diapo suivante. Donc, tout ça engendre pas mal de doutes. Hein. J'ai les commandes qui baissent, potentiellement je risque de perdre des clients, j'ai toujours mes problématiques de ressources humaines, je suis dans la chaudronnerie lourde, il me manque 3 soudeurs qualifiés, je suis dans la métallerie, dans la serrurerie ou dans le dessin industriel et je manque de ressources techniques parce que il y a pénurie sur le marché. Le marché est en crise et pas forcément à cause de la pandémie qu'on vient de vivre. Hein. Il y a des secteurs d'activité qui étaient touchés depuis longtemps. Et puis toujours ce pilotage à vue parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Alors que nous, chefs d'entreprise, on aspire tous à avoir des commandes régulières, à être efficaces commercialement, à avoir des clients satisfaits et puis à continuer à avoir des projets d'investissement pour continuer à se développer. Donc, effectivement, je dois mener des actions commerciales, mais voilà, en ai-je les compétences, le temps et surtout l'envie de m'en occuper. Alors, on nous parle de reprise, hein, si vous regardez les médias, c'est la reprise, on est resté confiné pendant 2 mois et demi, tout le monde s'est cru, bon nombre de personnes s'est cru en vacances. Moi, je dirais que, oui, mais c'est la reprise, mais plutôt quand. Et surtout, les derniers chiffres ne sont pas vraiment très bons et en fonction des secteurs d'activité, un retour à la normale n'est pas prévu avant, personne ne connaît la date. Mais ce qui est sûr, et ça j'en suis convaincu, et pour l'avoir partagé avec bon nombre de mes collègues, c'est que la compétition va être rude, très rude. Et si on peut faire la slide suivante, je vais vous parler d'un petit rapport du Sénat qui est sorti le 10 juin et qui a été fait par la cellule industrie du Sénat. Donc, moins 24% d'activité industrielle au mois de mai 2020 par rapport à l'année dernière. Et il semblerait que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt moins 40% d'activité. Moins 11% de l'exportation industrielle. 30% des chefs d'entreprise craignent pour la survie de leur entreprise à moyen terme. Il y a en encours crédit 142 milliards, moins 10 points de dépenses d'investissement prévus en 2020 et surtout un chiffre inquiétant, 19 ans, c'est l'âge moyen de l'outil industriel français, alors qu'il est plutôt de 10-12 ans en Allemagne. Alors, une inconnue qui génère encore plus de stress et va mettre en avant les écarts, hein, que ce soit par rapport à son marché, mais aussi ses concurrents. Chiffre d'affaires en chute, perte d'emploi, problématique fournisseur. Est-ce que mon fournisseur va continuer à pouvoir me fournir? Est-ce qu'il va pas, lui aussi, est-ce qu'il n'a pas des difficultés qui va mettre en péril mon approvisionnement de matières premières? Est-ce que mes clients vont survivre? Est-ce qu'ils vont continuer à me passer des commandes? Quel chiffre d'affaires je dois faire en plus pour pouvoir rembourser le PGE si j'ai contracté un PGE?
Et puis toujours, on connaît bien hein, cette pression des banques, etc. Alors, si on, voilà, dans le cadre de la stratégie offensive dont parlait Jean-Louis tout à l'heure, hein, quelle perspective pour demain pour retrouver la compétitivité? Donc, il est vraiment vital aujourd'hui pour les dirigeants de déstresser en ayant une vision plus claire de sa situation et de son avenir, et ce, pour retrouver une visibilité, mais aussi de matérialiser des actions commerciales prioritaires à mener. Et donc, le réseau Prospectif propose aux membres de CIM de mettre en place 4 actions motrices. L'action numéro 1 qui va être de stresser vos prévisions, de chiffrer vos intuitions, j'y reviendrai après, de faire un petit diagnostic commercial, un flash diag, hein, à partir de collecte d'informations qu'on aura avec les dirigeants qui seront intéressés par ce système-là. Et en point numéro 3 et 4, de construire un rapport qui mettrait en perspective les actions commerciales urgentes à mettre en place pour atteindre vos objectifs, et un temps d'échange en point numéro 4 avec les recommandations de niveau 1. Donc, si je viens un peu sur le point numéro 1, voilà, merci. Donc, l'idée principale, en fait, de cette action numéro 1, c'est de tester différentes hypothèses et de savoir où vous allez en intégrant des événements tels que nous venons de connaître, le Covid-19, ou moins grave. En bref, de borner l'incertain pour décider et agir en situation inconnue. Et ça, on le fera avec un outil qu'on mettra à votre disposition, un outil d'un de nos partenaires, qui est Evaltombiz, et qui permet, slide suivante, s'il te plaît, d'intégrer des événements en simulant leur impact économique sur l'entreprise, tout en prenant en compte le comportement actuel de l'entreprise. Puis d'avoir une visualisation de cet impact économique et d'en déduire ce qu'il faut faire pour passer le cap. Alors, bien évidemment, les différents scénarios, on peut faire tourner le process plusieurs fois en jouant sur différents critères ou actions. Et c'est vraiment de se dire, quelle action entreprendre, avec quelle amplitude, quel timing. J'ai emprunté 25% de mon chiffre d'affaires à court terme. Quelle prévision de chiffre d'affaires je dois me mettre sur 2021, 2022, 2023 pour me permettre de rembourser? Est-ce que je dois conserver tout mon personnel ou procéder à un licenciement? Quel projet mettre en pause ou pas? Ou quelle opportunité à saisir? Ça peut être le rachat d'un concurrent en difficulté. Tout ça, c'est pour cerner les actions à mettre en place pour l'avenir, pour préparer son rebond, anticiper les changements, quelle stratégie commerciale je dois mettre en place, sur la base de quelle offre, quelle cible, et surtout quel plan d'action je dois écrire pour me projeter dans l'avenir. Action numéro 2, c'est un temps d'échange avec le dirigeant intéressé par ce dispositif, où on parlera de son activité, de ses objectifs, de son ou de ses marchés, de ses cibles, la saisonnalité, son chiffre d'affaires, de faire un point sur son activité depuis le confinement, depuis mi-mars, de voir quelles actions vous avez prises, qu'elles soient sociales, économiques, commerciales, mais aussi on parlera, diapo suivante, des différents fondamentaux du développement commercial, de vos atouts, de vos faiblesses, vos forces, vos faiblesses, des opportunités du marché, des menaces du marché, de votre cap, quelles sont les caractéristiques importantes de votre entreprise, de vos produits, de vos services, quels avantages ils procurent à vos clients, à vos prospects par rapport à vos principaux concurrents et quelles preuves vous pouvez mettre en face. On parlera de votre segmentation client, produits, services, de vos concurrents. Vous avez déjà fait un benchmark, mais aussi de votre communication. Est-elle adaptée? Est-elle au goût du jour? Avez-vous une communication, une stratégie digitale de communication? Et tout ça, ça va nous permettre, en action numéro 3, nous, de construire, d'écrire et d'éditer un rapport qui va mettre en perspective les actions commerciales urgentes qu'il vous faudra mettre en place pour atteindre vos objectifs. Alors, on va évaluer vos actions commerciales, vos actions de communication, la gestion de votre information commerciale. Est-ce que vous utilisez un petit CRM? Est-ce que vous utilisez des tableaux de bord sur Excel formatés, entre guillemets, maison? Et on va évaluer la qualité et de votre management de l'information de vos activités commerciales et la maîtrise en général de votre activité. En point numéro 4, on partagera avec vous
pour valider financièrement vos hypothèses. Voilà comment ça se présente. Je vous ai mis le cas d'un client où on a simulé la reprise de son activité en 2023 et on a refait des simulations de business plan sur la base, comme un bilan, si vous voulez, ce que vous présentent vos experts comptables, avec augmentation progressive du chiffre d'affaires, un retour à une profitabilité acceptable sous 2 ans, et puis voilà, on a simulé des investissements qui ont été stoppés, ralentis sur l'année 2020 et 2021, retour à des investissements croissants à partir de 2022, et ça nous a permis de bâtir, en point numéro 2, slide suivante, pardon, ça permettra voilà, de valider les actions prioritaires pour préparer la reprise. Alors, les actions prioritaires, elles peuvent être voilà, actions de communication et actions commerciales prioritaires, mais aussi comment remobiliser ou réorganiser vos ressources commerciales, pas forcément que ressources humaines. Ça peut être de réécrire vos scripts, vos argumentaires de vente, de valider vos outils et vos documents de vente. On fera dans cette partie-là, c'est vraiment du sur-mesure adapté à l'entreprise en fonction de l'action numéro 2 et du temps d'échange qu'on a eu pour faire connaissance et prendre toutes les informations commerciales, de communication et marketing de votre entreprise. Alors, c'est timé, en gros, ça est suivante, en 4 demi-journées. C'est en gros 4 demi-journées. C'est pas contraignant parce que ça se passe chez vous, en visio, avec bien évidemment un contrat avec un accord de confidentialité qui est signé entre l'expert prospective et vous. Le coût, c'est 1 600 € hors taxe, mais subventionné à hauteur de 40% par SIM. C'est un investissement de 960 € par entreprise. Donc je dirais que pour résumer et pour être dans le cadre de cette stratégie offensive, c'est être prêt à faire feu pour en septembre, en espérant que en fonction des différents secteurs d'activité, tous les feux soient au vert pour relancer l'économie et l'activité de l'entreprise. Là, la diapositive suivante. Donc, je vous engage à passer à l'action et de prendre rendez-vous, de manifester votre intérêt, soit en prenant contact avec Jean-Louis, vous avez son adresse mail ici, ou directement, on a créé une adresse mail spécifique, sim@prospective.com, ou en contactant Anne-Charlotte Leveille à la tête de réseau 03 80 58 70 95. Le siège de Prospective est à Dijon. Je vous rappelle que notre mission, c'est bien de structurer et d'organiser le développement commercial des entreprises. Et j'ai 11 collègues avec moi en région où on pourra répondre à vos besoins en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Et Anne-Charlotte, en fonction de votre situation géographique, vous affectera l'expert le plus géographiquement le plus près. On a qui sont basés pas très loin de Grenoble, à Annecy. Moi, je suis à Clermont-Ferrand, j'ai des collègues qui sont en Haute-Loire, dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, et bien évidemment, sur Lyon, j'ai 2 ou 3 collègues, aussi sur le nord de la région, vers Bourg-en-Bresse, où il y a Mécaloire, qui fait partie, je crois, pas Mécaloire, pardon, Mécabourg, qui fait partie aussi de Sine. J'en ai terminé pour mon explication. Normalement, j'ai dû tenir 20 minutes. On aura le temps d'échanger par la suite. Là, je vais laisser la place. Je vais donner la parole, à Dominique Andrieux. Rebonjour à tous. Alors attendez, on va d'abord, peut-être avant de passer à ce slide-là, peut-être recontextualiser mon intervention. Donc, je suis avocat conseil, mais surtout, je voulais vous indiquer que je suis un ancien directeur juridique industriel et aujourd'hui, on va essayer de changer pour des problématiques pratiques. Je suis désormais patron d'un cabinet d'avocats, mais encore récemment, j'étais au sein d'un groupe directeur juridique et des risques. Et donc, on va aborder le problème des contrats et du risque juridique sous cette forme globale de gestion des risques. Je précise aussi qu'on pourra se parler des questions internationales. Je suis conseiller de commerce extérieur de la France, pour ceux qui savent ce que c'est, c'est-à-dire un supplétif de l'État pour aider les PME dans le cadre de leur développement à l'international. Et je me permettrai de faire passer à tout le monde
quelques dossiers de synthèse. Donc, ça, c'est de la bibliographie gratuite des dossiers qui ont été constitués par les CCE Auvergne-Rhône-Alpes sur les problématiques de rebond après la crise. Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va essayer d'avancer sur le sujet et vous allez voir au fur et à mesure quel est le raisonnement que je vous propose d'adopter sur le management du juridique. Alors d'abord, première chose, on a un certain nombre de constats qu'on a fait du fait de cette période de crise et j'en résume quelques-uns. C'est que aujourd'hui, la plupart des causes et conséquences n'ont pas été envisagées. C'est-à-dire qu'on est face à des scénarios qu'on n'avait pas forcément envisagés. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'on appelle la gestion des risques et les plans de continuité d'activité. Ce que vous appliquez dans votre métier, en assurance qualité ou en continuité d'activité, on a la même problématique en juridique et les deux choses se séparent. Deuxième constat, la documentation juridique répond mal ou pas du tout au scénario des marchés. Et dans ma pratique, qu'elle soit en interne en entreprise ou qu'elle soit en conseil, j'ai pu constater qu'un certain nombre de gens se trompent sur leur métier. Donc pourquoi il y a ce décalage? Parce qu'on se trompe souvent de qualification d'activité, et je dis 50% des cas, bien sûr, je n'ai pas d'études détaillées, mais par rapport à ce que je vois dans la façon de faire des offres, ou dans la façon de répondre aux offres, du coup, on se retrouve dans des positions extrêmement défavorables et des positions d'insécurité juridique, que ce soit en France ou à l'international, parce qu'on a mal qualifié son projet. On connaît mal, en plus, au sein des entreprises, des opportunités qui sont offertes par le droit français. J'en citerai quelques-unes parce que vous allez tout de suite comprendre de quoi je vais parler. C'est très important par rapport à une situation de crise aiguë. Donc, ce qu'on va faire en action de rebond, c'est qu'il va falloir peut-être se reposer les questions et réanalyser les contrats qu'on a passés ou les marchés qu'on a passés à la lumière des risques et des opportunités juridiques que je vais soulever et mettre en place un plan d'action de gestion des risques et de continuité d'activité qui inclura le juridique. Donc, en quelque sorte, faire d'une faiblesse qu'on aurait pu détecter une force par rapport à la passation du marché futur. Donc, s'il vous plaît, le slide suivant. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ce que je vais dire est banal. Mais ma pratique montre que ce n'est pas si simple que ça. Alors, c'est forcément binaire, hein, je m'en excusais parce que bien sûr les marchés sont souvent plus complexes que ça, mais selon vos activités, vous allez vous retrouver dans un contrat qui est un contrat de vente. Si les caractéristiques du bien sont déterminées à l'avance par vous-même, le fabricant, vous allez peut-être vous retrouver dans un autre type de contrat qui est régulé différemment par le droit français, mais aussi par le droit étranger. C'est ce qu'on appelle un contrat d'entreprise, un contrat de prestation. Et là, on va rentrer dans la spécificité des produits, et tout va dépendre du cahier des charges, de la limite de responsabilité ou de revendication des conceptions qu'on veut faire. Donc, par définition, votre contrat sera spécifique. Et la difficulté que vous voyez bien, parce que moi j'ai été souvent du côté du donneur d'ordre, c'est que vous allez vous trouver face à des cahiers des charges qui vont vous envelopper dans un domaine, dans un contexte particulier, et c'est très compliqué d'en sortir, mais ce n'est pas impossible, il faut surtout avoir cette conscience qu'on est dans un contrat particulier. Donc, critère de spécificité, ça veut dire que une coopération des parties ont déterminé l'attente du client, produit fabriqué pour les besoins particuliers du client. Alors, dans ces contrats-là, on va ranger par exemple la sous-traitance, les contrats de développement et de conception, etc., etc. Et toute la question, c'est de dire où commence la liberté et les droits du client et où sont les droits du prestataire, alors que dans une vente, on ne va pas du tout se poser ces questions. Slide suivant. Donc, cet élément, ce slide vient confirmer ce que je viens de dire, et le danger, donc, c'est l'ADV, c'est-à-dire la façon dont on va organiser le devis et les réponses aux questions qui nous sont posées. Et je donne un exemple ici, c'est que vous avez tous probablement pratiqué ce qu'on appelle la commande ouverte. La commande ouverte, ça veut dire que, contrairement à un contrat de sous-traitance, dont la définition est sur le slide, on va vous demander
probablement des quantités, probablement des prix, mais on n'aura pas de durée, on n'aura pas d'heure d'exécution, et on a une mise en œuvre séquentielle. Et progressivement, on finit par facturer un produit multiplié par une quantité, comme si c'était une vente, en oubliant la répartition des responsabilités et en oubliant éventuellement aussi qui est responsable du cahier des charges et qui est en charge de la conception. Et nous, les avocats, on se retrouve avec des dossiers comme ça, dans des cas de problème de procès en responsabilité, alors même que eh bien, la responsabilité, elle est peut-être mal définie dans le contrat, et c'est ce qui aussi permet aux gens de rompre les contrats rapidement, puisqu'ils vont se souvenir devant les tribunaux qu'il n'y avait pas de contrat, qu'il y avait une commande ouverte, et qu'on pouvait l'arrêter à tout moment. Vous voyez, donc cette qualification est extrêmement importante, et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont fait les frais de résiliation abusive et brutale de commandes dites ouvertes. Si on continue, je vais vite parce que c'est des notions que vous connaissez, vous allez peut-être réagir après. Alors, les enjeux du contrat d'entreprise, c'est que à tout moment, vous allez être capable, et ça, normalement, vous devez le faire, on va le prévoir tout à l'heure, dans la préparation de vos offres. Vous allez pouvoir parler de la réception des travaux, vous allez pouvoir parler des paiements internationaux, alors que ce sont des contrats internationaux, vous allez parler des garanties, et puis on va parler des responsabilités des uns et des autres, bien sûr les dommages corporels, les pertes d'exploitation, les malfaçons, les dommages causés par le sous-traitant, les problématiques de produits défectueux. Donc ça veut dire que contrairement à une vente, on va pouvoir rentrer dans le détail. Et la question essentielle que je voudrais aborder aujourd'hui en matière de gestion des risques, c'est que la plupart des entreprises que je rencontre, soit ont des CGV vieillissantes qui ne correspondent pas au dossier, soit ne communiquent pas les conditions au bon moment dans la discussion commerciale. Donc on y reviendra, je suis prêt à être challengé sur ce point-là. Et sur le slide 1.4, vous voyez, c'est l'opposé complet. C'est que si vous êtes vendeur, c'est un produit étagère, et donc vous êtes responsable intégralement de votre produit. Par opposition, si le donneur d'ordre, qui est un grand groupe, vient me demander de fabriquer quelque chose, que son cahier des charges a été défini et que vous savez ce qu'on appelle en anglais le fitness for purpose, c'est-à-dire que la réalité d'utilisation, c'est lui qui l'a défini. En cas de problème, ça sera plutôt le donneur d'ordre qui sera responsable à définir dans le contrat sur certains aspects. Par contre, si vous êtes vendeur, là, vous êtes à 100% responsable. Ça change complètement la face des choses. Donc, voilà les erreurs de confusion sur les produits autonomes hein, qui sont conçus par des fournisseurs tiers et qui vont s'intégrer dans des... On trouve ça beaucoup dans l'automobile, c'est-à-dire que, enfin moi j'ai eu la chance de travailler pour Michelin, Michelin avait des produits autonomes, c'est-à-dire que même si on était très dépendant des constructeurs automobiles sur les équilibrages, etc., à un moment donné c'est quand même un pneu fabriqué individuellement, c'est un produit sur étagère. À un moment donné on est responsable totalement de la vente. Et puis, comme je le disais, on a des pièces totalement dépendantes dont la fabrication, la destination, la performance dépend exclusivement des instructions communiquées par le donneur. S'il y a le moindre hiatus, il y a un problème. Donc, c'est quelque chose qui va se trouver exactement dans l'analyse de gestion de risque. Et aujourd'hui, tous les contentieux qu'on a, crise ou pas crise, viennent de là. Slide suivant. Alors, quelques éléments d'information que vous pouvez peut-être noter. On va pas, je ne vais pas vous lire tout, mais je voudrais vous donner une notion de sensibilité. Vous êtes pour la plupart des PME. Donc vous faites comment dirais-je, un syndrome de culpabilité ou d'humilité par rapport à des grands donneurs d'ordre, hein, parce qu'il y a une différence de poids, il y a une différence de force, etc. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une partie de la négociation dépend finalement de ce qu'on a dans la psychologie de la négociation. C'est-à-dire d'être convaincu qu'on est dans son bon droit, d'être convaincu que le droit qui va s'appliquer, il n'est pas forcément en votre défaveur, et on a souvent gain de cause, quelle que soit la taille de l'entreprise. Il y a par exemple quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui, tout le monde est convaincu que ce sont les conditions générales d'achat qui priment sur les conditions générales de vente. C'est faux. Non seulement c'était faux sur la jurisprudence précédente, mais c'est faux parce que ça a été codifié dans le Code civil, et en cas de conflit entre les deux, ça s'annule. Et donc, il faut négocier.
Et il faut négocier de façon loyale. Donc, dans une ordonnance du 10 février 2016, le Code civil a été modifié pour faire en sorte que tout ce qui était déloyal, en termes d'information, en termes de mauvaise présentation des sujets, de mauvaise présentation des qualités essentielles de la prestation, c'est une cause de nullité. Et c'est d'ordre public. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a des rédacteurs avocats, on doit être extrêmement prudent sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on ne dit pas. Et donc, il est très important pour vous d'être transparent, mais il est très important pour le donneur d'ordre aussi d'être transparent, parce que s'il vous ment ou s'il manque quelque chose, eh ben, la clause qui va vous obliger à faire quelque chose sera nulle. Et bien évidemment, comptez sur nous, avocats, pour le soulever. Slide suivant. Un élément que vous trouverez dans la littérature qui est extrêmement important, c'est que vous avez souvent, pas toujours, mais souvent, devant vous, un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que le donneur d'ordre va vous dire, écoutez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Hein. Vous signez parce que je m'appelle IBM, parce que je m'appelle Hewlett-Packard, parce que je m'appelle, etc. Excusez-moi, je prends des noms américains, mais c'est pareil pour les Français. C'est-à-dire, il y a un contrat d'adhésion. Et donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui sera considéré comme une adhésion que vous ne pouvez pas négocier, et qu'il y aura une clause abusive, la clause sera réputée non écrite. Donc, tous les contrats industriels imposés, si vous voulez, à un moment donné, on va pouvoir se réfugier derrière le fait que eh ben, vous êtes un grand groupe, je suis une PME, vous m'avez introduit quelque chose qui est abusif, qui crée un déséquilibre significatif, et donc vous ne pouvez pas m'obliger à faire quelque chose qui est déséquilibré. Et ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, parce que signer ou pas signer, les donneurs d'ordre, dont vous n'en parleront pas bien sûr, mais ils sauront, en tout cas leur service juridique interne, sauront qu'ils ne pourront pas vous obliger à faire des choses déséquilibrées. C'est une information importante pour la psychologie de négociation. Autre psychologie de la négociation qui a été introduite par le droit anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Pour ceux qui font du droit international, vous savez qu'il y avait un certain nombre de concepts qui faisaient qu'on pouvait renégocier certains contrats quand il y avait un contexte économique qui changeait. Et donc, nous les Français, nous n'avions que la notion de force majeure. Et ce qui a été introduit dans le Code civil, c'est cette fameuse théorie d'imprévision qui fait qu'à un moment donné, et on est typiquement dans cette situation au moment où on parle, vous avez tous la possibilité de demander juridiquement la renégociation de votre contrat si son exécution est devenue excessivement onéreuse en raison d'un changement imprévisible de circonstances. On est en plein dedans. Dépréciation. Alors on donne souvent l'exemple de dépréciation monétaire, etc. Mais tout ce qui s'est passé, c'est un exemple d'imprévision. Donc c'est une disposition supplétive. Si votre donneur d'ordre l'a supprimée, elle ne s'appliquera pas. Mais aujourd'hui, vous avez, à mon avis, dans 90% des cas de vos contrats, la possibilité de soulever cette exception qui a été introduite par l'ordonnance de 2016. On continue. J'essaie de tenir mon temps. Vous devez savoir aussi, parce que vous l'avez vécu, peut-être qu'on ne peut pas vous résilier n'importe comment, on ne peut pas vous maltraiter. Et vous avez dans le Code de commerce, désormais, des dispositions qui font que quand il y a un abus de puissance d'achat, eh bien, vous pouvez engager la responsabilité civile du donneur d'ordre. J'ai bien conscience, j'ai été directeur juridique interne, qu'on ne va pas attaquer son client et qu'il y a des limites au sujet. Mais c'est important de le savoir. Les donneurs d'ordre ne peuvent pas abuser de leur puissance d'achat. Et alors, c'est la même chose sur le slide suivant, qui dit que, vous l'avez peut-être d'ailleurs vécu ou des collègues à vous, c'est que à partir du moment, et c'est le grand 2, quelqu'un fait une rupture brutale de votre contrat, s'il n'a pas respecté des délais de préavis qui sont sectoriels, hein, par exemple, si c'est une fabrication dans un contrat industriel lourd, on peut aller jusqu'à 2 ans de préavis parce qu'il va falloir changer la chaîne de fabrication, réaffecter l'usine, etc., etc. Donc, ça veut dire que si la personne ne tient pas compte de ce préavis, c'est considéré comme brutal. Et si c'est considéré comme brutal, vous pouvez l'assigner en responsabilité. Donc, aujourd'hui, les gens jouent de moins en moins à ça parce que tous les avocats vont attaquer en disant « Vous nous devez, je cite, 2 années de marge brute », puisque c'est ça l'indemnité qu'on va demander parce que ça sera
une résiliation abusive. Aujourd'hui, dans le contexte de sortie de crise, nous avons eu un certain nombre de gens qui ont été résiliés brutalement. Alors bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on n'attaque pas son client tous les jours, mais c'est une chose qu'il faut savoir. Vous êtes plus fort dans votre tête quand vous savez qu'on ne peut pas vous envoyer promener n'importe quoi. Conclusion, si vous ne disposez pas de conditions générales de vente ou de conditions de travaux associées à votre devis, bien vous êtes dans une situation d'insécurité juridique totale et vous risquez une perte de valeur en cas d'annulation du marché ou en cas de crise. D'accord ? Donc, vous risquez insécurité juridique ou responsabilité. Hein. Vous pourriez être en infraction avec le droit économique. Et puis, à un moment donné, les parties ne vont pas connaître les natures réelles des prestations, ni les précautions à prendre. Donc, la capacité de limiter ces risques, puis c'est ça dont on parle aujourd'hui, et de faire d'une faiblesse une force pour rebondir à la sortie de crise. Il faut se reposer la question sur son métier, avec la bonne qualification de son contrat, mettre en place des conditions et les mettre en avant vis-à-vis du donneur d'ordre au bon moment, c'est-à-dire à l'occasion des devis et des discussions initiales. Si ça arrive après, notamment après la commande, ça n'a plus aucune valeur, plus aucun intérêt, et ça ne sera même pas pris en compte. Donc, on en arrive à un élément qui m'est cher, si on peut continuer, c'est que le plan de reprise, et quel que soit, alors excusez-moi, il y a un sous-titre qui n'est pas bon, la sanction des comportements abusifs, qui est resté là. Donc, le plan de reprise juridique, c'est quoi? C'est, quelle que soit sa taille, une entreprise doit disposer d'un plan de reprise d'activité en cas de sinistre ou de problème. Et ce plan, il ne peut pas exister, mais c'est valable pour tous les autres domaines, si aucun état des lieux des risques n'a été réalisé. Donc, on appelle ça gouvernance, gestion des risques et conformité. C'était des choses que j'animais dans mon poste précédent. Donc, c'est des méthodes accessibles au TPE. Et donc, le plan de gestion de risque, juridique, c'est exactement la même chose. On va essayer de raisonner comme si ce plan avait déjà été préparé et qu'on puisse l'appliquer sur le court moyen terme. Donc, si on regarde le slide suivant, c'est une petite recommandation méthodologique. La question, c'est quels sont les risques qui remettraient en cause mon activité? Donc ça, c'est un élément qui est un élément de cartographie de risques majeurs, mais qui s'applique aux risques juridiques. On vient de voir tout à l'heure que si on se trompe de qualification de contrat, on est mort. À la suite de ça, on va mettre en place un plan de gestion des risques, c'est-à-dire quelles actions préventives je peux mettre en place. Donc, élimination ou réduction du risque. Qu'est-ce que j'accepte comme garantie? Qu'est-ce que je mets dans mes conditions de devis? Hein, on n'a pas besoin de faire une Bible, hein, ça peut être extrêmement cerné et synthétique. Et puis, quand le risque va survenir, j'aurai un certain nombre de réponses dans ma documentation et je saurai éventuellement faire une gestion de la crise. Par exemple, je suis résilié brutalement, qu'est-ce que je fais? Mon contexte économique change, qu'est-ce que je fais en termes d'imprévision ou de force majeure? Et donc, c'est dans le cadre du plan de reprise d'activité qu'il faut inclure ces éléments-là. Alors, pour votre connaissance, sur le slide suivant, je vous ai mis, on n'aura pas le temps de le faire, mais je serai à votre disposition pour répondre à ces problèmes de compliance et de gestion de risque. Quand on parle de risque majeur, par rapport à un plan de reprise d'activité et de gestion de risque, c'est des événements qui feraient que votre activité serait largement compromise, que vous dégraderez votre performance et vous allez compromettre une opportunité. Ça veut dire que vos banquiers, vos financiers, vos actionnaires vont vous demander des comptes en disant mais comment c'est possible qu'on se soit fait sortir de ce marché? Comment c'est possible qu'on ait eu cette conséquence économique? Donc, c'est ça qui est très important. Et le juridique est intimement mêlé là-dedans, parce que là, on parle de sinistre sanitaire, mais ça pourrait être un sinistre sur vos installations. Hein. Je ne veux pas stigmatiser l'agroalimentaire, mais pensez aux risques Lactalis, par exemple, hein, sur les travaux à l'intérieur de l'usine. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Voilà. Donc, j'ai tenu, je l'espère, dans mes 20 minutes. Je suis à votre disposition pour... c'est forcément un angle prismatique, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Et merci de ces deux interventions intéressantes.
J'espère que ça a suscité chez vous des questions, des interrogations. Je vais peut-être enlever le plein écran, le partage, pour pouvoir avoir accès au chat, voir s'il y a des questions qui sont arrivées. Donc pour l'instant, j'ai pas de questions qui sont arrivées. Donc si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire et poser votre question. Ce que je pouvais dire aussi en préambule par rapport aux échanges, c'est que là, on a eu la présentation évidemment d'une intervention commerciale et d'une intervention juridique. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouvez vous aider dans vos démarches. Il est évident qu'on ne peut pas, en tant que pôle, se limiter à un seul intervenant. Donc, on sera ouvert aussi à vos idées. Et si vous avez des gens avec qui vous travaillez, on pourra aussi voir comment vous aider. Bon, apparemment, soit c'était clair, soit il y a pas ça n'a pas suscité de questions. C'était assez clair. Bon. C'est suffisant pour que le PowerPoint que vous envoyez va vous permettre de réagir. Alors, je vais vous poser une question, alors, un peu à votre pourpoint. Alors, ce qu'on vous propose, est-ce que ça correspond à vos besoins? Et est-ce que vous avez ce genre de besoin aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez ressenti? Et est-ce que la proposition qu'on vous fait de vous aider à travailler sur ces sujets-là dans ce contexte de reprise, c'est un sujet qui vous intéresse? Voilà. Maintenant, la balle est dans votre camp. Alors moi, si je peux me permettre, parce que je connais un peu ces situations de crise, c'est pas forcément toujours facile de partager un risque, puisque on peut pas forcément parler ouvertement d'un risque. Et je comprends parfaitement, et à chaque fois c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à nous contacter individuellement dans le cadre du partenariat, en tout cas moi, que j'ai avec Gameka. C'est-à-dire que si vous avez besoin de nous appeler individuellement pour nous parler d'un sujet qui regarde que vous, parce que voilà, si vous avez je sais pas moi, un contentieux ou un début de contentieux ou une rupture ou un sinistre, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Mais le reste, ce dont on peut parler aujourd'hui, c'est peut-être l'ouverture méthodologique. C'est-à-dire que, ma vision à moi, c'est que on a très peu souvent, pour ce qui concerne ma partie, l'habitude de l'intégrer très en amont, alors que c'est un domaine, comme on peut le voir, qui génère des risques. Mais c'était la même chose pour mon collègue commercial, c'est-à-dire que tout est une question de gestion de projet un peu global. Donc c'est peut-être un peu sur ces aspects de méthodologie que vous pouvez peut-être nous challenger. Et puis le reste, encore une fois, si vous avez des questions très, j'allais dire, personnelles, n'hésitez pas à nous contacter après individuellement, on essaiera de répondre à votre question. Ok, ben merci. Vous pouvez, idem pour moi, demander mes coordonnées, numéro de téléphone et adresse mail personnelle à Jean-Louis Dacosta, il les transmettra et c'est avec plaisir. S'il faut passer 1 heure au téléphone ensemble, il n'y a pas de souci. De toute façon, le PowerPoint vous sera transmis à tous. Hein. Donc, il me semble que les coordonnées de chacun sont présentes. Et en tant que CIM, nous aussi, on est bien sûr à votre écoute pour toute question et garantir aussi la confidentialité. C'est sûr que, comme disait M. Andrieux, on ne peut pas forcément parler d'un problème spécifique devant tout le monde. Il faut pouvoir avoir un peu de confidentialité. Mais c'est sûr que les questions qu'on peut poser ici sont plutôt d'ordre général, évidemment. Moi, j'ai une question. Le coût, il est lié à la structure ou il est lié à la mission? Le coût de lequel? Les 960 € là. Ah là, c'est un exemple d'intervention qui a été donné, quoi, donc qui est lié à je vais laisser quand même Maxime répondre, mais qui a un forfait qui a été établi. Mais après, s'il y a une adaptation, je pense que tout est possible. Alors, c'est lié à la mission, enfin, c'est lié au dispositif
des 4 demi-journées. Maintenant, je suis aussi une entreprise et ouvert à toute opportunité et discussion. Mais c'est dans un dispositif complet, donc c'est pas du tout lié à la taille de l'entreprise, à la structure de l'entreprise. Juste ce que je peux dire en complément, c'est que vu que côté SIM, on peut cofinancer autour de 40%, on a décidé aussi de se limiter à une intervention maximale de 2 jours. Parce qu'effectivement, pour 2 raisons. La première, c'est que nous, notre rôle, c'est pas forcément de financer des grandes missions. Et puis, c'est aussi parce que on souhaite lancer le maximum d'interventions auprès de beaucoup de PME. Donc, comme on n'a pas non plus un budget extensible qui sera associé à ce type de prestations, donc c'est pour ça qu'on s'est limité à une intervention de 2 jours. Ça va être le même cas. Tout à l'heure, je vous ai cité des sujets plus techniques sur lesquels on allait vous proposer aussi ce genre de pré-diagnostic. Là, c'est pareil, on s'est fixé un maximum de 2 jours d'intervention. Et donc, le dispositif étant sur 2 jours, mais timé en demi-journée, car il est assez compliqué de mobiliser un dirigeant une journée complète à cause de vos agendas bien chargés. Voilà, mais c'est vraiment un dispositif qui permet de faire un constat de la situation actuelle et de vous remettre un rapport avec des préconisations, des recommandations de niveau 1 sur les actions à mettre en place et la validation des différentes hypothèses qui ont été simulées avec l'outil qui sera mis à votre disposition. Est-ce que pour le volet juridique, il est prévu quelque chose de similaire au volet commercial? Un accompagnement, oui. Donc je vais laisser M. Andrieux répondre, mais qu'il y ait un accompagnement sur une intervention courte, on peut aussi l'envisager, effectivement. Ça dépend effectivement de SIM, mais je suis parfaitement capable d'organiser des demi-journées ou des journées de diagnostic juridique sous un angle industriel. Là, aujourd'hui, on avait convenu de parler plutôt contrat, mais il peut y avoir des éléments. Quand on fait un diagnostic à 360 degrés et on essaye d'adresser les principaux points. Et après, je fais un peu comme mon collègue commercial, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au niveau 1, on va pointer des dysfonctionnements ou des faiblesses. Et après, il peut y avoir des actions correctives. Voilà. Et après, c'est des choses qui peuvent s'incrémenter de façon plus ou moins importante, mais ça reste toujours, j'allais dire, dans des dimensions à la fois raisonnables et pragmatiques. C'est-à-dire que c'est pas la peine non plus de refaire le monde. Je pense que là, on est en matière de gestion de risque. Donc, forcément, c'est, comme je disais, les points importants qui doivent être identifiés. Merci. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, SIM, on pourra accompagner si c'est vraiment une intervention courte. Effectivement, s'il y a des volets bien spécifiques pour l'entreprise ou qui demandent une intervention juridique plus importante, on ne pourra pas accompagner. Pour autant, juste une information, puisque je fais ça assez souvent, c'est que dans un certain nombre de sujets, que ce soit contractuel ou diagnostic, on va dire de renforcement de prévention, vous avez des aides qui existent, comme par exemple le BPI. Si je prends le risque de conception, c'est-à-dire qu'on détecte une faiblesse dans la documentation juridique liée à la protection de la conception, en ce compris les contrats. BPI a des lignes budgétaires, en tout cas on avait, après ça dépend des régions et des moments dans l'année, mais on considère que c'est une protection de l'innovation et par voie de conséquence, le DIAG et les mesures de remède sont souvent prises en charge par des organismes tels que BPI, mais pas seulement. Donc Jean-Louis connaît parfaitement ces dispositifs et pourra vous guider dans cette jungle qui sont les jungles de subvention. Qui existe à plusieurs niveaux, aussi bien dans la création, dans le développement, dans l'investissement, dans la stratégie marketing, la stratégie commerciale, etc. Oui, bonsoir, c'est Marie-Odile Omette.
Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Marie-Hélène. Simplement, donc, pour préciser un petit peu l'esprit dans lequel on est en train d'essayer de trouver le moyen d'être utile à nos adhérents. Donc, de vous mettre en relation avec un certain nombre de propositions, un certain nombre de réflexions là, qui sont faites par des experts. Et je suis en train de travailler avec nos financeurs pour essayer d'accompagner votre première prise de risque. C'est-à-dire, vous pouvez avoir l'impression dans un webinaire que tel ou tel sujet vous intéresse, mais vous n'en êtes pas tout à fait sûr. Donc, le diagnostic dont on parle, les 1 ou 2 jours, c'est vous assurer que c'est vraiment le bon outil pour vous. Et là, donc, on essaye d'obtenir une part de financement de ce premier diagnostic pour limiter votre risque. Ensuite, comme le disait Dominique Andrieux, pour approfondir, pour aller vers un accompagnement spécifique qui va être un peu plus lourd, il y a des dispositifs chez BPI ou chez d'autres fournisseurs. Mais la première étape, parce qu'on se rend compte que c'est souvent un frein au recours à l'expertise, c'est de vous assurer, dans le cadre d'un diagnostic court, que cet outil, ça va être pour vous, que vous allez bien vous comprendre avec le prestataire et que ça va être utile pour vous dans la situation actuelle de crise. Et donc, c'est là où on est en train de discuter avec la région et d'autres financeurs, donc publics ou privés du pôle, pour accompagner cette phase-là. Et pour que les industriels qui s'engagent, qui ont aujourd'hui plein de problèmes à traiter, puissent avancer avec des prestataires avec qui ils se comprennent bien. Voilà l'esprit un peu de ce montage. Alors, effectivement, comme le disait Jean-Louis, à vous de nous dire si ce qu'on vous propose est d'intérêt, de nous suggérer aussi d'autres thèmes ou éventuellement de partager des bonnes expériences et des bonnes pratiques que vous avez pu avoir sur certains sujets. C'était important de faire ce premier webinaire assez vite pour qu'on puisse s'étalonner, voir si le déroulement et le contenu a un intérêt pour vous. Et ensuite, l'idée, c'est de rentrer dans quelque chose d'un peu plus fréquent, on va dire, en vous montrant les différents aspects sur lesquels on peut essayer de vous aider. Voilà. D'accord, merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose qu'on termine la session. Donc, comme tout à l'heure on l'a dit, moi je suis à votre disposition pour avoir vos remontées vos remarques et vos besoins et garantir un peu la confidentialité de tout ça et le faire remonter à nos intervenants. Et puis à votre disposition aussi pour tout sujet, même en dehors bien sûr de la thématique d'aujourd'hui. Merci aux 2 intervenants et bonne soirée. Merci. Merci à votre disposition, encore une fois. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Toi, Jean-Louis, d'avoir organisé ce webinaire et puis à votre disposition pour toute adaptation et questions que vous pouvez vous poser. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Bonne soirée.